Alors, salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Souvent, quand vous parlez aux Africains qui sont dans la diaspora et vous les demandez pourquoi ils ne retournent pas en Afrique, eux, ils disent souvent que c'est parce que l'Afrique n'est pas développée. Les mêmes conditions que eux, ils ont en Europe ou aux États-Unis, ce pas les mêmes conditions qu'ils trouvent en Afrique quand ils vont sur le continent. Mais quand vous êtes dans le continent africain, quand vous parlez à ceux qui sont au pays, souvent, ils vous disent que la raison pour laquelle l'Afrique n'est pas développée, c'est à cause des Africains qui sont dans la diaspora. Et moi, je suis de la République démocratique du Congo. Ils disent souvent que c'est à cause des Congolais qui sont dans la diaspora. Et d'un côté, moi, je comprends ce raisonnement parce que la plupart de nos dirigeants, les dirigeants dans les pays, surtout les pays francophones, ce sont ceux qui viennent de la diaspora. Donc, je comprends un peu ce raisonnement de blâmer les Africains de la diaspora pour le sous-développement de l'Afrique. Mais c'est un peu trop facile. Moi, j'analyse un peu ce problème d'une façon différente. Et c'est ça que je vais partager avec vous dans l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui sera un peu longue parce que je vais parler un peu de beaucoup de choses. Mais c'est un peu mon opinion dans tout ça. Je vais vous dire d'ailleurs du coup que moi, pour moi, ceux qui sont responsables du sous-développement de l'Afrique, ce sont les Africains qui vivent en Afrique. Je vais m'expliquer dans cet épisode. Si ça vous intéresse, restez branchés. Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. D'abord, je vais commencer comme d'habitude en disant merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui continuent à partager, ceux qui continuent à liker, à laisser les commentaires. Merci vraiment. On a dépassé 300 abonnés, ce qui est vraiment un grand achievement. Donc, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui continuent à regarder. Continuez à regarder plus d'épisodes, continuez à partager. Et c'est votre façon de supporter la chaîne. Donc, merci beaucoup. Et on commence comme ça, quoi. Et avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, ce que je vais dire est que moi, je viens de la République démocratique du Congo. Donc, les exemples que je vais donner, je vais parler souvent du Congo. Mais c'est une réalité que vous trouvez dans plusieurs pays africains. Ce n'est pas quelque chose que vous trouvez seulement en République démocratique du Congo. Surtout les pays francophones, c'est un peu la même situation partout. Donc, quand je suis en train de parler du Congo, vous, de votre côté, regardez un peu votre situation dans vos pays, ces pays, dans vos pays africains, vos pays respectifs, et regardez si c'est la même situation que vous êtes en train de traverser qu'en République démocratique du Congo. Mais comme je disais, moi, je suis du Congo, ça veut dire que mes exemples seront principalement des exemples du Congo. Donc, ce que je disais était que quand vous êtes en Afrique, beaucoup d'Africains qui vivent là-bas disent que ce sont les Africains de la diaspora c'est à cause des Africains de la diaspora que l'Afrique ne se développe pas. Et les Africains de la diaspora, de leur côté, ils disent que les conditions en Afrique ne sont pas bonnes, ils se plaignent des conditions et c'est l'une des raisons pour laquelle eux, ils ne rentrent pas en Afrique. Parce qu'eux, ils sont dans une logique où ils se disent que ceux qui sont dans leur gouvernement viennent de la diaspora. Ça veut dire qu'eux, ils regardent les dirigeants du niveau au point de vue de l'État. Ça veut dire que vous avez des ministres, vous avez les DG des entreprises, comme en Afrique. Chez nous, au Congo, ce sont des politiciens. Et puis, vous avez les institutions politiques. Eux, ce qu'ils sont en train de dire est que la plupart des gens qui se trouvent dans ces institutions,
sont les Congolais de la diaspora. Et même quand vous regardez la présidence, par exemple, au Congo, vous voyez que il y a beaucoup de Congolais de la diaspora dans cette présidence. Ça veut dire qu'ils ont raison quand même de dire que c'est à cause des Congolais de la diaspora, ou bien des Africains de la diaspora, que le continent africain, ou bien que la République démocratique du Congo n'arrive pas à décoller. Donc ils ont raison de le dire. Mais seulement moi, je pars dans une autre logique. Parce que moi, dans ma logique, ce n'est pas le gouvernement qui va développer un pays, les pays africains. Dans ma logique, c'est le peuple africain lui-même qui va pousser ce développement. C'est-à-dire que quand le peuple africain va commencer à exiger plus de leurs dirigeants, vous allez voir que ça va changer les choses de bottom up. Donc c'est comme ça que le mouvement va commencer. Et jusqu'à aujourd'hui, l'erreur que nous faisons souvent dans les pays, surtout les pays francophones africains, c'est que les Africains regardent toujours vers leur gouvernement pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais quand vous comparez par exemple aux pays anglophones, vous allez remarquer que le peuple se prend quand même en charge. Chaque jour, ce peuple est en train de travailler pour essayer un peu de take over, pour essayer un peu de faire plus que le gouvernement. Et c'est comme ça, c'est un peu une compétition entre le gouvernement, les actions gouvernementales et les actions des privés. Mais en Afrique, les privés et le peuple regardent toujours vers le gouvernement, vers les solutions. Et quand vous analysez le problème de cette façon, bien sûr, vous allez dire que ceux qui détruisent le pays, ce sont ceux qui viennent de la diaspora, parce que c'est eux qui sont en train de vous diriger. Mais moi, ce n'est pas ça ma logique. Moi, maintenant, je vais analyser ce problème un peu d'une façon... Essayons un peu d'analyser ce problème d'une façon un peu plus concrète. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand vous dites que ceux qui sont dans la diaspora sont ceux qui détruisent l'Afrique ou bien ceux qui ne permettent pas à l'Afrique de se développer? D'abord, pour essayer de développer l'Afrique, il y a deux choses. Si vous êtes un Africain qui habite dans la diaspora, il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit vous pouvez supporter un parti politique qui va partir peut-être en Afrique et gagner le pouvoir, conquérir le pouvoir. Soit vous-même, vous pouvez partir en Afrique et commencer à faire vos investissements. Vous commencez vous-même à contribuer maintenant dans le social des Africains, dans le social des Congolais. Donc il y a quand même ces deux possibilités. Vous pouvez aussi envoyer l'argent à partir d'ici. Beaucoup d'Africains le font. Ils envoient l'argent et c'est prouvé même que les Africains de la diaspora envoient beaucoup d'argent, presque plus que même d'autres diasporas au continent africain. Donc ça, ce sont des données qui sont prouvées. Ça veut dire que d'un côté, on peut prouver que l'Africain qui est dans la diaspora est en train de supporter le développement de l'Afrique. Parce que c'est lui qui est souvent en train de prendre en charge ceux qui sont en Afrique. Mais l'Africain qui vit dans la diaspora maintenant vit comment? Parce que ceux qui sont dans le continent africain, ils ont quand même une différente conception de la vie des Africains dans la diaspora. Ici, par exemple, aux États-Unis, en moyenne, un Africain paye, par exemple, ses factures de la fin du mois. Quand vous prenez en gros toutes vos factures de la fin du mois, en moyenne, ici aux États-Unis, vous êtes autour de $2,000 et $2,500. Donc, ça dépend un peu de où vous êtes en train d'habiter, mais souvent, en moyenne, les familles africaines, ils vont vous dire que toutes leurs factures, c'est à peu près ça. Parce que vous devez déjà prendre le loyer. Le loyer, ça vous commence peut-être à $800 jusqu'au-dessus, peut-être à 1 200. Ça dépend des bons quartiers ou bien où vous êtes encore. Et puis vous ajoutez les voitures. Il y a des familles qui ont 2-3 voitures. Ça veut dire qu'ils doivent faire des paiements pour ces voitures. Vous ajoutez l'assurance, vous ajoutez l'électricité, vous ajoutez... Il y a beaucoup de choses que les gens sont en train de payer aux États-Unis. Et si vous êtes un propriétaire, vous avez encore beaucoup d'autres choses à payer comme les property tax, le mortgage insurance. Donc, toutes ces histoires, ce sont des histoires que vous êtes en train de payer. Et directement, quand vous êtes en train de recevoir votre paye au travail, il y a aussi des taxes que l'État est en train d'enlever. Le gouvernement est en train de prendre ces taxes au niveau fédéral. Au niveau des States, le gouvernement aussi est en train de prendre des taxes. Vous avez les taxes de social sécurité, la sécurité sociale. Vous avez des taxes de Medicare, Obamacare. Vous avez toutes ces taxes-là qui sont en train de sortir de votre paye, quand vous payez déjà. Et quand vous recevez cet argent, vous devez vous occuper de tous les bills que vous avez, toutes les factures que vous avez. Ça veut dire que ici, la solution vraiment, quand on parle de développer l'Afrique, parce que
Le but, quand les Congolais ou bien quand les Africains ont quitté pour aller à la diaspora, le but était de partir dans la diaspora, apprendre, avoir gagné les compétences et puis rentrer maintenant dans le continent africain et développer l'Afrique. Donc ici, on comprend que le développement de l'Afrique va venir avec le retour des Africains en Afrique, parce que c'est eux qui ont les compétences. Ça, c'est la façon la plus efficace, la façon la plus efficient que l'Afrique puisse commencer à se développer. Parce que si l'Afrique fait ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, c'est que les dirigeants africains sont en train de faire, les gouvernements, ils sont en train d'acheter les compétences. Vous achetez les compétences en Chine, vous achetez les compétences aux États-Unis, en Europe, avec tous les partenariats que vous êtes en train de faire. Et ces partenariats, c'est ça qui vient, et ces gens viennent investir en Afrique. Mais ces investissements sont des investissements d'autres pays, ce pas des investissements africains. Ils sont là pour leurs intérêts, ils sont là pour grandir leur dominance économique sur l'Afrique. Donc cette façon de se développer, ce n'est pas une bonne façon, ce n'est pas une bonne stratégie. Même si vous êtes dans un pays où, par exemple, vous avez des bonnes infrastructures, disons que c'est la Chine ou bien c'est la France qui sont en train de construire toutes ces infrastructures, et vous, vous êtes content parce que votre condition de vie est en train de s'améliorer, vous voyez que vous avez des rails, des chemins de fer, vous voyez que vous commencez à bien respirer, vous avez des restaurants, mais tous ces gens, ce sont des expatriés, tous ces gens, ce sont des gens qui viennent d'autres pays, les partenaires, qui sont en train de construire ça. Ça veut dire que vous, les Africains, vous-même, vous n'êtes pas propriétaires de vos infrastructures, vous n'êtes pas propriétaires de votre économie. Et ça, c'est quelque chose de dangereux pour le continent. En termes de stratégie, c'est quelque chose de dangereux que nos dirigeants doivent éviter de faire politiquement. Mais nous, la population, comme je dis, que nous, c'est nous qui dictons comment les choses vont se faire. C'est la population qui va déterminer comment l'Afrique va changer. Ça veut dire que nous, on peut faire les choses d'une façon différente. Et la façon de faire vraiment, et même le gouvernement aussi peut faire la même chose, la meilleure façon de développer l'Afrique, c'est de faire retourner les Africains de la diaspora qui ont gagné les compétences, les faire retourner vers l'Afrique. Beaucoup d'entre eux veulent retourner en Afrique, beaucoup veulent rester, mais vous avez assez de gens qui veulent rentrer en Afrique, qui ont des compétences, et la stratégie de le faire revenir. Les pays qui arrivent à se développer sont les pays qui arrivent à faire rentrer leurs expatriés chez eux à la maison. Et quand vous dites faire rentrer les expatriés, vous ne parlez pas ici seulement d'investissement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui habite dans la diaspora qui a beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont fait des longues études dans la diaspora, mais ils n'ont pas assez d'argent pour rentrer en Afrique et investir en Afrique. Mais ils peuvent emmener cette compétence-là qu'ils ont appris. Et c'est important que des gens comme ça puissent avoir des opportunités de travail en Afrique. Parce que je viens de vous donner des chiffres ici. En moyenne, les Africains dépensent quelque chose comme $2 000, $2 500 le mois en facture. Ça veut dire que chaque fois que nous, les Africains qui vivons dans la diaspora, nous décidons de partir en Afrique et rester en Afrique, disons, pendant 1 semaine, 2 semaines, pendant 1 mois, toutes les factures que nous avons ici dans la diaspora, ça doit toujours continuer à être payé. Ça veut dire que même si je fais 1 mois en Afrique, je dois toujours continuer à payer mes $2 500 qui sont à la diaspora, et je dois trouver aussi comment je dois faire pour me supporter moi-même pendant que je suis en Afrique. Donc, quand vous êtes en train de voir les gens qui viennent de la diaspora être en Afrique, il y a quelqu'un qui est en train de payer pour beaucoup de choses. Ça veut dire que cette famille a vraiment fait un sacrifice. Non seulement ils sont là-bas, ils étaient sûrs de payer toutes leurs factures en Europe, ou bien en Afrique, ou bien partout dans d'autres pays africains. Donc tous ces gens sont en train de laisser des factures dans leur pays. Parce que même quand vous êtes en Afrique du Sud et vous voulez venir, vous voyager par exemple pour aller en République démocratique du Congo, je crois même que si vous êtes dans des pays comme le Kenya, ou vous êtes par exemple au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, et que vous êtes dans la diaspora congolaise, quand vous partez au Congo, vous devez toujours être sûr que les factures que vous avez laissées sont payées. Et quand vous arrivez au Congo, vous êtes aussi souvent responsable de supporter votre famille, d'emmener des histoires pour votre famille, et vous-même vous supportez vous-même pendant que vous êtes au Congo. Donc c'est ça, cette difficulté-là, c'est ça qui empêche beaucoup d'Africains de rentrer au Congo pour même essayer d'analyser ce qu'ils peuvent faire dans le pays. Parce que souvent, quand ils partent là-bas,
Les gens expectent, les gens pensent qu'ils doivent emmener des histoires et eux, ils sont là pour trouver des opportunités de comment faire l'argent et en même temps, ils ont leurs factures qu'ils ont laissées et ils doivent s'occuper de toutes ces factures. Donc, du point de vue financier, c'est quand même beaucoup de demander à quelqu'un qui est dans la diaspora de pouvoir venir en Afrique, un Africain qui est dans la diaspora, de pouvoir venir en Afrique et impacter les choses vraiment d'une façon positive, que de faire quelque chose qui a de l'impact vraiment en Afrique. Parce que c'est ça que beaucoup d'Africains aussi qui vivent en Afrique disent. Ils disent que vous êtes souvent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, les Africains de la diaspora. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur YouTube en train de donner des leçons aux gens, dire que c'est ça les business qui sont, pour être riche en Afrique, faites ça, pour être fait ça en Afrique, faites ça, pour gagner de l'argent, pour être rentable, faites ça. Vous êtes, vous les Africains qui vivent dans la diaspora, vous êtes toujours là en train de donner des leçons à ceux qui vivent sur le terrain. Mais pourquoi vous-même, vous n'allez pas sur le terrain et essayer d'arranger les choses? Donc ça, c'est un argument que vous entendez vraiment des Africains qui vivent en Afrique. Et ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est la réponse à cet argument-là. C'est parce que quand nous, les Africains qui sont dans la diaspora, nous allons en Afrique, nous devons non seulement nous occuper de ceux qui le font, non seulement s'occuper de la famille, ça veut dire que vous emmenez quelques histoires à la famille, vous devez s'occuper de vous-même pendant que vous êtes là, vous devez vous prendre en charge, votre transport, vos hôtels, vous devez prendre en charge des fois vos amis quand vous sortez, et en même temps, vous avez vos factures, toutes les factures, les 2500 que vous êtes en train de payer aux États-Unis ou en Europe, ou bien dans d'autres pays africains, toutes ces factures sont toujours là. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans une situation que vous ne pouvez pas rester dans cette situation pendant un long moment. Et c'est pour cela que vous voyez que les Africains de la diaspora, quand ils viennent en Afrique, ils ne font pas un long moment, ils doivent rentrer dans la diaspora pour continuer à faire de l'argent. Parce que quand vous restez en Afrique, comme je le disais, ça continue toujours, les billes, les factures, ça continue toujours à la diaspora. Donc c'est une situation quand même difficile. Oui, je peux rentrer en Afrique pour essayer de toutes les leçons que je suis en train de donner, toutes les leçons que je suis en train de donner. Oui, je peux, disons que cet argument est valide. Oui, c'est vrai, je peux rentrer en Afrique pour mettre en pratique toutes les leçons que je suis en train de donner. Mais en même temps aussi, la situation en Afrique doit me permettre de m'installer quand même et prendre le temps de développer mon idée. Parce que je ne veux pas seulement rentrer comme ça et commencer à impacter les histoires. Je dois être sur le terrain parce que je vous ai dit qu'entreprendre, c'est répondre à un problème de la société. Ce que les gens font mal en Afrique, c'est que vous êtes en train d'imiter ceux qui sont là au terrain. Tout le monde est en train de faire une ferme. Vous aussi, vous vous dites à l'étranger, je dois rentrer en Afrique pour faire une ferme. Oui, c'est facile de faire comme ça si vous êtes, par exemple, vous ne voulez pas vous lancer dans la recherche. Mais un bon entrepreneur doit être sur le terrain et voir c'est quoi le problème. C'est quoi le problème africain? C'est quoi le problème de ma commune? C'est quoi le problème de ma ville? Analyser ce problème et maintenant trouver une solution à ce problème. Donc je ne peux pas être ici aux États-Unis et venir avec une solution qui est copiée-collée ou bien venir avec une solution qui est prédéterminée. Pour un Africain qui habite dans la diaspora, je dois être en mesure de venir au Congo, m'installer au Congo, regarder, analyser le problème du Congo et voir comment moi je peux emmener ma pierre au développement du Congo. Et pour faire ça, nous avons besoin que le Congo puisse avoir un certain niveau de développement. Le peuple africain ait un certain niveau de développement. Et c'est là que je suis en train de dire que la faute du développement de l'Afrique, les personnes à blâmer pour la situation en Afrique maintenant, ce sont les Africains qui vivent en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas pu créer cet environnement-là qui permet à ceux qui viennent de l'étranger de s'installer pendant un moment et pouvoir implémenter leurs actions ou bien pouvoir implémenter leurs projets en Afrique. Donc c'est eux vraiment les personnes qui sont responsables. Ici, on ne voit pas qu'encore, on voit pas le gouvernement. Moi, je parle ici du peuple. Qu'est-ce que le peuple a fait? Parce que même le président, vous vous rappelez de ce que le président américain a dit, ne te demande pas ce que ton pays a fait pour toi. Demande-toi plutôt qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays.
Qu'est-ce que le peuple africain, le peuple qui vit en Afrique a fait? Est-ce que vous attendez seulement que vos gouvernements donnent tous vos projets, achètent toutes vos compétences? Ou bien vous-même, vous avez commencé à travailler ensemble et créer ces compétences? Et vous, le peuple africain, les gens qui sont restés en Afrique, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas travaillé ensemble pour commencer à gagner vous-même vos propres compétences et vous-même vous lancer dans des projets. Les pays africains qui le font, ce sont les pays qui sont en train de se développer. Vous voyez que beaucoup de pays anglophones, ils sont en train de se prendre en charge et ils sont en train de se développer. Les pays francophones, beaucoup attendent toujours de leur gouvernement au lieu que le peuple puisse se prendre en charge. Je vais peut-être vous donner un exemple parce que j'ai vu dernièrement, je suivais YouTube, j'ai vu dernièrement, il y avait une vidéo de Yodé Maya, je crois, c'est comme ça qu'on dit son nom. C'est un YouTuber qui est du Ghana, je pense. Et il a fait une vidéo où il est parti à Somalia Lands. Et ce qu'il disait, il dit que ça, c'est un des voyages qu'il a fait, qui l'a vraiment impressionné. Et quand il est parti en Somaliland, il a rencontré le peuple somalien, des vendeuses qui vendaient sur la rue. Ce que ces vendeuses maintenant étaient en train de le dire était que eux, quand ils sont en train de vendre ici, quand il y a quelqu'un qui est en train, quand c'est proche de la prière, quand il est temps de prier, ils partent et ils laissent leurs marchandises sur la rue et personne ne touche à ces marchandises. Et elle dit que le peuple somalien a une confiance entre eux. Ils ont un certain level de trust, donc une certaine confiance. Et ils étaient en train de montrer ça ils montraient ça dans sa chaîne. Donc ces gens partaient prier et ils laissaient l'argent. Vous voyez par exemple les échangeurs, ceux qui sont en train d'échanger la monnaie. Ils laissent la monnaie là, ils couvrent ça seulement avec un petit truc et ils partent prier. Il y avait des gens de vendeurs de bijoux, ils laissent l'or, tout ça dehors et ils partent prier. Les gens passent et personne ne touche à ça. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant parce que imaginez-vous dans un pays comme Somaliland que beaucoup de gens considèrent déjà ne pas être ça, ne pas être ça. Imaginez-vous que dans un pays comme ça, ils ont pu créer cette confiance-là entre les peuples, que vous êtes en mesure même de laisser vos objets de valeur à l'extérieur et que personne ne va toucher à ça. Et ça, c'est une confiance que le peuple lui-même crée. C'est quelque chose que vous devez créer entre vous. Et la raison pour laquelle je dis que c'est les Africains qui sont restés au pays, qui n'ont pas pu développer l'Afrique, c'est parce que l'Africain n'a pas pu créer, surtout dans les pays francophones, les Africains n'ont pas pu créer cette union. Ils n'ont pas pu créer ce trust-là. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver un Congolais entrepreneur, partir travailler avec un autre Congolais entrepreneur et partir travailler avec un autre. Vous ne pouvez pas trouver... Ce sont des histoires qui sont rares. Ce sont des histoires qui se font dans une petite échelle, mais ce sont des histoires qui sont rares. Parce qu'il y a ce problème-là de confiance. Mais en général, ça ne se fait pas. Vous ne voyez pas vraiment des grandes compagnies congolaises dans le privé aller travailler vraiment en partenariat avec d'autres Congolais et essayer de faire quelque chose, un joint venture ou des histoires comme ça. Donc nous, les Africains, on n'a pas cette confiance, on refuse de travailler ensemble. On refuse de travailler ensemble à cause peut-être de nos groupes ethniques, nos partis politiques. Vous avez des groupes ethniques ici, vous avez des groupes ethniques là-bas, vous avez le tribalisme qui est au milieu. Et ça nous pousse maintenant à nous diviser au lieu de nous rassembler. Et cet environnement, ce sont les Africains qui vivent en Afrique qui sont responsables de cet environnement. C'est parce que le Congolais et les politiciens congolais, les partis politiques, ces groupes ethniques ont reçu à diviser les Congolais. Ça veut dire qu'il y a une certaine méfiance entre nous, les Africains. On ne peut pas travailler ensemble, surtout dans les pays francophones aussi, comme je le dis. S'il n'y avait pas cette division à cause du tribalisme, à cause de la politique, si ce peuple-là africain qui vivait en Afrique ne s'était pas séparé, comme le peuple de Somaliland, vous allez voir que ce peuple-là allait être en mesure de créer des plateformes. Et ces plateformes, c'est ça qui allait pouvoir soutenir les Congolais qui sont dans la diaspora quand ils viennent maintenant et ils cherchent à s'installer maintenant au Congo ou bien en Afrique. Ici, peut-être, je vais vous donner un exemple dans le secteur du transport. Parce que moi, par exemple, j'ai grandi en République démocratique du Congo.
Ceux qui vivent au Congo, vous connaissez le quartier Mimosa. Mimosa, vous devez passer par Kitambo, vous descendez vers Chanik, et puis vous allez tout droit jusqu'à quand vous arrivez au coin là-bas, Pinsuka Pêcheur. Donc, vous connaissez ce quartier. Moi, quand je grandissais au Congo, à Kitambo, avant que vous arriviez, quand vous partez vers Mimosa, à Kitambo, il y avait un arrêt où nous, on était là, les gens qui habitent à Mimosa. Les gens qui habitent à Mimosa se mettaient là et ils étaient en train de faire le hitchhiking. Ils étaient en train de faire, comment on appelle ça, l'autostop. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un qui habite à Mimosa et il vous voit à l'arrêt, s'il a de la place dans sa voiture, il va vous prendre et va vous emmener à Mimosa. Donc, et s'ils n'ont pas de la place, ils vont passer carrément. Donc, c'est l'autostop qu'on faisait pour les gens qui habitaient à Mimosa. Et ça, on faisait ça à l'époque. Comme moi, j'habitais encore en République démocratique du Congo. Donc, ça fait plus de 20 ans. C'est ce qu'on est en train de faire. Et je viens maintenant aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. J'évolue aux États-Unis. Et je rentre maintenant en République démocratique du Congo, quelque chose comme 20 ans après, 19 ans après. Et le même problème que j'avais laissé quand j'ai quitté le Congo, c'est le même problème que je trouve quand je reviens après 20 ans. Donc c'est quelque chose d'un peu bizarre. Ça veut dire que quand je vois un problème comme ça, comment toi le Congolais qui est resté au Congo, comment tu peux dire que ça c'est ma faute à moi? Parce que moi j'ai quitté le pays. J'ai quitté le pays, j'ai laissé ce problème. Comment se fait-il que toi tu es resté en Afrique, mais tu n'as pas pu trouver une solution à ce problème? Comment se fait-il que vous vous êtes pas réunis vous-même avec vos amis et trouver une solution à ce problème? Et ici, je parle même des Africains qui viennent de la diaspora, qui étaient supposés rentrer avec des compétences. Ils se sont installés en Afrique. Ils travaillent même dans les entreprises privées. Ils se retrouvent quand même, ils font de l'argent dans les entreprises privées, dans les banques privées. Et ces Africains-là qui ont tout appris de la diaspora, même eux, ils sont incapables de se réunir pour créer des plateformes. Et nous, on rentre maintenant de la diaspora, nous qui vivons maintenant de la diaspora, on rentre maintenant au Congo et on voit les mêmes problèmes. Et on se pose la question, comment se fait-il que ce problème est toujours là? Comment se fait-il que vous-même, vous qui venez de la diaspora, vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous êtes dans les entreprises privées, vous avez de l'argent, vous avez les compétences, vous avez évolué dans la diaspora. Comment se fait-il que vous vous êtes pas réunis ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes? Donc pour moi, c'est un peu bizarre que jusqu'aujourd'hui en Afrique, on a un problème de transportation. Même pas seulement la situation de Mimosa, même quand vous arrivez à l'aéroport. Trouver un taxi ou bien un transport qui va vous emmener de l'aéroport jusqu'en ville, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours un problème. 2022, vous avez toujours ce problème que quand moi j'avais quitté l'Afrique, le problème était déjà là. Mais vous, jusqu'en 2022, vous avez toujours ce problème. Et comment vous allez dire que ce sont à cause des Congolais qui vivent dans la diaspora qu'on n'a pas pu trouver une solution à ce problème? Ici encore, je pars dans la logique que c'est le peuple qui va développer ce pays. Je cherche les solutions du peuple. Je ne parle même pas des gouvernements, parce que les gouvernements, là, ils viennent du même peuple. Si le peuple ne fait rien, si le peuple africain est fainéant, les gouvernements aussi africains seront fainéants. Ce n'est pas des gens importés. Ce sont les mêmes Africains qui ont grandi en Afrique, en majorité, et c'est eux aussi qui sont dans les gouvernements. Donc le gouvernement, pour moi, ce n'est pas la solution aux problèmes africains. La solution aux problèmes africains va venir des peuples africains. C'est pour ça que je parle des peuples congolais qui vivent au Congo, ou bien les peuples africains qui vivent en Afrique. C'est vous qui allez emmener ce changement. On parle par exemple du domaine des taxis. Parlons un peu d'une solution simple à ce problème. Ici aux États-Unis, vous allez voir que les compagnies de taxis ont fait quand même... elles n'ont pas fait faillite, mais ces compagnies de taxis, leur business model, c'est un business model qui ne marche pas vraiment, qui n'est pas vraiment adapté. Donc ces compagnies de taxi ont du mal à faire la compétition avec des compagnies comme Uber et des compagnies comme Lyft. Les compagnies là, Lyft et Uber, ce sont des compagnies qui n'ont pas de taxi. Uber n'a aucun taxi, Lyft n'a aucun taxi. Eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la même chose que je vous ai dit, que c'est ça la solution de l'Afrique, c'est ça qui va boomer les opérations, c'est ça qui va créer l'emploi dans l'Afrique. Vous devez être en mesure de créer des plateformes, vous devez être en mesure de créer
des marketplaces. Les marketplaces et les plateformes, c'est là où la personne qui cherche un service va rencontrer la personne qui donne le service. Vous, maintenant, vous serez la plateforme qui est au milieu. Quand vous créez des plateformes comme ça dans plusieurs secteurs, c'est ça qui va commencer à créer de l'emploi dans vos pays. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et c'est un business model que vous pouvez aussi utiliser en Afrique, que les Africains aussi peuvent utiliser pour créer de l'emploi. Ça veut dire que moi, quand je descends à l'aéroport, je suis à l'aéroport de Njili, je suis en train de chercher de comment rentrer, partir vers Mimosa, par exemple. Je dois être en mesure de regarder sur mon phone et dire que je suis en train d'aller vers Mimosa. Qui d'autre est en train d'aller vers Mimosa? Comme ça, il peut au moins m'amener quelque part. Et à partir de là, je dois être en mesure de contacter cette personne. Cette personne va venir me prendre à Njili et qu'il puisse me déposer à Mimosa parce que lui aussi, c'était son trajet. Ça veut dire que même les gens de Mimosa, quand vous êtes à Mimosa, la plupart des gens travaillent à Gombe le matin. Ça veut dire qu'avant de partir au travail, vous partez vers la Gombe, vous pouvez regarder dans votre plateforme et vous dire qui d'autre est en train de partir à Gombe. Et vous allez voir que la plateforme est en train de charger de l'argent pour ce service. Ça veut dire que tous ceux qui sont en train d'aller à Gombe pendant ce temps, ils vont dire que oui, je peux payer 5 dollars, je vais te donner 5 dollars ici, je vais te donner 2 francs ici, je vais te donner 3 francs ici. Comme ça, on va entrer dans ta voiture et tu vas nous déposer à Gombe. Et toi aussi, tu fais ça. Tu prends ça dans ton phone et tu pars, tu les transportes et tu les déposes à Gombe. Quand tu les déposes à Gombe, tu vas à ton boulot et la plateforme te paye tout ton argent pour ce que tu as fait, pour le service que toi tu as rendu. S'il y avait un problème au milieu de la route, la plateforme remet l'argent aux gens que tu as transportés et vont te pénaliser toi. Donc ça, ce sont des règles intérieures de la plateforme. Et ça, vous pouvez travailler comme vous voulez. Mais l'idée générale ici est de créer une plateforme, une compagnie de confiance qui sera l'intermédiaire entre les personnes qui veulent un service et les personnes qui sont en train de rendre ce service. Et ça, c'est quelque chose qui va créer des richesses. Parce que là, maintenant, les Congolais qui sont dans la diaspora, même quand ils viennent maintenant en Afrique pour s'installer pendant une petite période, ils seront en mesure maintenant de se supporter en Afrique eux-mêmes avec ces plateformes que les Africains ont créées. Parce que si je viens en Afrique et que j'ai une belle voiture, je peux entrer là-bas et j'ai peut-être mes factures aux États-Unis que je dois payer, j'ai mon hôtel que je dois payer en Afrique. Mais si j'ai ma belle voiture et que je suis en ville et que je pars vraiment, je suis en train de partir vers la cité verte, et je remarque qu'il y a beaucoup de gens dans ma plateforme qui partent vers le même endroit et ils veulent payer de l'argent, 2 dollars ici, 5 dollars ici, pour que je les transporte jusque là-bas. Vous prenez ces 3-4 personnes, ça dépend de la place que vous avez dans votre voiture, et vous les emmenez, vous les déposez. Et eux, ils vont vous payer cet argent, et ça passe par la plateforme, et tout se fait. Et c'est comme ça que vous allez commencer à créer des richesses. Je me suis fait de l'argent pendant que j'étais en Afrique. Et vous allez voir que même beaucoup d'Africains qui ont des belles voitures vont commencer à se lancer dans ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas une bonne idée d'acheter des taxis. Ce n'est pas une bonne idée d'acheter, parce que maintenir tous ces taxis-là, ça a un coût. Donc tous les assets qui sont des assets physiques, si vous pouvez lease ou bien louer, si vous pouvez ne pas acheter ces assets et laisser les gens qui ont ces assets utiliser leurs propres assets, ça c'est le meilleur business model que vous pouvez utiliser en Afrique pour commencer à créer de l'emploi. Parce que là, maintenant, c'est là que je vous dis que vous allez commencer à créer des plateformes. Et plus les gens sont en train de joindre cette plateforme, plus vous êtes en train de vous faire de l'argent. Le problème maintenant est que quand vous êtes en train de créer des plateformes, il faut que les gens aient une certaine confiance. Et le problème en Afrique, pour monter la plateforme, c'est difficile de le faire parce que le peuple africain lui-même n'a pas confiance entre eux. Ils n'arrivent pas à se mettre ensemble pour travailler et développer ces plateformes. Donc vous voyez, avec une solution comme ça, les gens qui sont à Mimosa, ceux qui ont des belles voitures, ils seront en mesure de prendre plusieurs personnes. Parce que même les gens qui ont des belles voitures à ce niveau, si vous êtes en train de faire de l'argent chaque fois que vous allez au boulot à Gombe, vous allez commencer à faire ça chaque jour. Parce que vous savez que chaque jour quand je descends vers Gombe, je me fais quand même un 10 dollars. Vous allez le faire chaque jour. Au lieu de conduire vous-même dans votre belle voiture pour aller à Gombe, vous allez prendre des personnes et ces personnes-là sont contrôlées, sont vérifiées par la plateforme.
Donc les Congolais doivent commencer à créer des plateformes qui doivent être en mesure d'accueillir les gens. Et ces plateformes-là seront des plateformes de confiance que tout le monde va accepter. Des plateformes qui vivent, qui sont dans la transparence. Des plateformes qui font les choses d'une manière un peu différente que nous faisons traditionnellement en Afrique. Ça, ce sont des idées comme ça que les Africains qui vivent en Afrique doivent commencer à penser dessus. Parce que si vous commencez à trouver ces solutions, ça va vraiment vous aider. Aux États-Unis, par exemple, vous vous demandez comment les gens font pour payer leurs taxes. Souvent, les taxes, par exemple, quand vous achetez une property ou bien un real estate, un immobilier, souvent ces taxes, ce n'est pas des taxes que vous payez directement au gouvernement. Ces taxes-là sont des fois prises en avance. Le gouvernement a mis une entité qui est au milieu. Cette entité, c'est l'entité qui va recevoir ce paiement. Et quand le temps est opportun, eux, ils vont envoyer ça maintenant au gouvernement. Donc, c'est un peu le même principe. Ici, aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on appelle escrow. Donc, c'est un escrow account. Quand vous payez, ça part dans un compte qui est escrow. Une fois que la taxe est due au gouvernement, l'argent va quitter dans ce compte-là et ça va partir vers la personne, vers sa destination. Donc, le escrow account, c'est ça qui joue un peu ce système-là de confiance. Comme en Afrique, la technologie n'est pas vraiment très développée, souvent c'est difficile de créer, d'intégrer des solutions comme ça dans une application. Par exemple, si vous voulez créer une application qui prend de l'argent de quelqu'un qui veut un service et qui va retenir ce fonds, et une fois que le service est rendu à cette personne, vous allez libérer l'argent à la personne qui a rendu le service. Pour faire ça dans votre application, vous avez besoin de quelque chose un compte où vous pouvez garder cet argent. Et beaucoup de solutions qui se font en Afrique n'ont pas cette possibilité. Aux États-Unis, vous pouvez utiliser des compagnies comme Stripe, il y a des compagnies comme Braintree qui vous donnent la possibilité d'intégrer ce service dans votre application. Donc ça, c'est des histoires que vous créez avec la technologie. L'argent quitte d'une personne, l'argent reste quelque part, et puis une fois que le service est rendu, vous remettez l'argent. Si vous essayez de faire ça avec des histoires comme M-Pesa ou bien les Orange Money, c'est seulement l'argent d'une personne vers une autre personne. Donc vous envoyez l'argent directement. Si vous voulez intégrer ça dans votre application, ça fera que la personne là doit vous envoyer l'argent, vous recevez l'argent, et une fois que... Donc ça sera deux transactions. Donc, ce sera double. Il y aura un paiement qui va venir vers vous. Ce qui n'est pas toujours mal quand vous êtes en train de parler des solutions africaines. Si cette solution-là, comme Stripe, n'est pas available, vous pouvez créer quelque chose. Parce que quand je vous dis que la technologie est là pour répondre à un problème de la population, ça veut dire que si ce problème-là, du point de vue technique, n'est pas faisable, vous pouvez toujours faire la même chose manuellement. Ça veut dire que vous pouvez créer des entités qui reçoivent de l'argent et gardent cet argent. Et une fois que le service est rendu, la personne confirme et vous prenez cet argent et vous envoyez ça à la personne qui a rendu le service. Si la personne qui était supposée recevoir ce service se plaint, vous investiguez à l'intérieur et vous êtes en train de voir qui vous devez pénaliser. Mais ça, c'est quelque chose, vous êtes en train de vous organiser d'une façon, ce sont des histoires qui sont des plateformes, donc ce sont des institutions de confiance. Et pour créer des plateformes comme ça, vous avez besoin que les Africains puissent venir ensemble et commencer à travailler ensemble. Et beaucoup de plateformes comme ça vont commencer à se créer dans plusieurs domaines. Et c'est là que vous allez voir que les Africains vont commencer maintenant à avoir de l'argent. Parce que la politique, au fait, c'est un rapport de force. Je l'ai dit souvent, c'est un rapport de force. Maintenant, vous êtes en train de subir les histoires des partenaires, vous êtes en train de subir les histoires des expatriés, parce que vous-même, les Africains, vous n'avez pas créé vos propres richesses. Une fois que vous allez créer vos propres richesses, vous aurez vos propres lobbies et vous pourrez faire ce contrepoids-là. Vous serez en mesure de payer vos propres lobbies au lieu seulement de subir des lobbies des autres. Parce que eux, les partenaires, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de payer des lobbies pour pousser leurs intérêts dans vos pays. Et vous êtes en train de regarder vers les gouvernements, ceux qui sont en train de recevoir l'argent de ces lobbies.
Au lieu de faire ça, vous-même, le peuple africain, vous devez commencer à créer vos propres richesses. Vous devez commencer à entreprendre, vous devez commencer à travailler ensemble, vous devez commencer de créer cette confiance qui va permettre maintenant à ce pays de se développer et ça va faciliter maintenant les Congolais ou bien les Africains qui sont dans la diaspora à retourner vers l'Afrique. Et quand ils rentrent vers l'Afrique, ils sont en mesure de prendre des taxis à partir de l'aéroport. Ils sont en mesure de se développer dans des bonnes voitures et conduits par des Africains qui sont respectables parce qu'ils sont en train de passer à travers des plateformes respectables. Et tout ça, c'est ça qui va emmener. Ils auront même la fierté de faire le taxi eux-mêmes dans leur belle voiture pendant qu'ils sont au Congo parce qu'ils aiment la plateforme, ils aiment l'image de la plateforme, ils aiment le fait que c'est une solution africaine pour les Africains. Et c'est ça qui manque en fait. C'est ça qui manque, c'est le travail des Africains ensemble, c'est ça qui manque. Et c'est à cause de ça que je suis en train de blâmer les Africains qui sont restés au pays. Et je dis que c'est leur faute. C'est à cause d'eux que l'Afrique n'arrive pas à se développer.